Monde numérique. Une nouvelle ère de prospérité, l'ère des super intelligences personnelles. C'est Mark Zuckerberg qui le dit, le patron de Meta annonce l'ère des super IA. 4 ans après son discours sur le métaverse, le patron de Facebook met le cap sur la super intelligence artificielle. Pendant ce temps, son concurrent Sam Altman annonce lui aussi une super IA. C'est ChatGPT 5 qui arrive. Sam Altman se dit bouleversé. Alors que penser de ces grandes envolées lyriques ? On en parle dans cette émission. On va parler aussi de ChatGPT qui se prend pour un prof avec le nouveau mode étude, study en anglais, une nouvelle manière de répondre aux questions en posant d'autres questions comme un maître qui apprend à un élève. Alors, révolution pour l'apprentissage personnalisé ou bien simple opération séduction à destination du monde de l'enseignement ? On en parle dans un instant avec Bruno Guglielminetti. On parlera aussi de YouTube qui va utiliser l'IA pour repérer les mineurs sans leur demander leur papier, juste en observant leur comportement. Et puis côté interview cette semaine, eh bien on ira en Chine où vient d'avoir lieu un grand rassemblement consacré à l'IA et à la robotique. La Chine qui met les bouchées doubles en matière de tech. On retrouvera sur place la journaliste Shandrui Zhang pour évoquer notamment les questions éthiques et géopolitiques que soulève ce boom technologique. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo du 2 août 2025, une édition allégée spécialité. Monde numérique, Jérôme Colombin. J'espère que vous passez un bon été où que vous soyez, au bord de la plage, à la montagne, au boulot, pourquoi pas. Voilà, j'espère que tout se passe bien. Et en tout cas, Monde Numérique est avec vous. Plein d'épisodes à écouter cet été. Des rediffusions, mais pas seulement. Alors pour l'hebdo, je vous l'avais un peu annoncé, donc on passe en version allégée à partir de cette semaine. Donc pas d'actu à proprement parler, mais l'actu, on en parle quand même tout de suite avec mon camarade Bruno. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Bon, tu as une magnifique image derrière toi, je le dis pour les gens qui ne nous voient pas, car... Ce qui est la majorité. Ce qui est la majorité. Il n'y a que toi qui vois. Ouais. Voire 100% de nos auditeurs ne nous voient pas, mais tu as un magnifique arrière-plan. Est-ce que tu reconnais la ville? Non, c'est Montréal, évidemment. Voilà. Ouais. Bien sûr. Mais on peut déjà annoncer que très bientôt, on offrira ce segment en vidéo. Je pense qu'il faut qu'on mette ce segment, comme tu dis, ce rendez-vous en vidéo. Ouais. Dites-le nous, vous qui nous écoutez. Moi, il y a des gens, ils ont déjà commencé à me dire. Il y a des gens qui te le demandent. Bon, écoute, je vais voir. Moi, si j'ai des auditeurs qui me le demandent, on fait ça à partir de la rentrée. Allez hop, on se met en vidéo. Mais tu sais, Jérôme, c'est que tu diffuses tellement de vidéos aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux que là, les gens en demandent plus. Ouais. Et comme ils savent qu'on a cette discussion-là, ils se sont dit, ça y est, il faut que ça soit en vidéo. C'est vrai. Cette semaine, Bruno, notre ami Mark Zuckerberg en a mis partout. C'est comme ça qu'on dit chez nous en France, quand on fait des grandes envolées lyriques, des grandes déclarations. Et le sujet, c'était la fameuse super intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générale. Tu as suivi de ça de près, évidemment. Oui, mais ce que je trouve intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'il en profite pour donner à tous les roteliers. On dit d'habitude manger à tous les roteliers, mais lui, il nourrit tout le monde. Parce que d'une part, il est en train de communiquer sur le sérieux de Meta d'investir dans l'IA, et pas n'importe laquelle. Là, il est au niveau de la super intelligence, donc l'IA générale et non pas générative. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis la réaction, il a été entendu. Parce que quand on regarde cette semaine, le bond en bourse du titre de Meta, moi, ça fait longtemps que j'avais vu quelque chose comme ça. Plus 11%, hein? Oui, mais c'est fou. Alors ça, c'est un truc. Mais parallèlement, c'est le message qu'il envoie. Il y a 2 autres messages qu'il envoie. D'une part, c'est que lui... ce qu'il annonce, c'est la décentralisation de l'intelligence artificielle. Donc, on arrête d'envoyer les données un peu partout et sur les appareils qu'on achètera,
on pourra traiter l'information, notamment sur les fameuses Ray-Ban de Meta, mais d'autres produits à venir. Ça, c'est aussi un message fort parce que ça veut dire que les gens auront probablement un peu plus confiance puisque les données vont pas circuler de part et d'autre de l'Atlantique. Ça, c'est une chose. Moins de cloud et plus de traitement local dans les produits, c'est ça? Oui, C'est puis on le peut pas problème. parler de rapidité parce que dans le fond, maintenant, avec les bandes passantes qu'on a, c'est assez rapide. Mais l'autre message qu'il envoie, c'est que il veut être présent sur tous les appareils. Et quand on commence à parler de l'IA super intelligente, pour tout le monde, chez tout le monde, dans tous les appareils, ça veut dire qu'il envoie un message fort aux fabricants de produits et aussi aux plateformes qui sont gérées par Google et Apple en disant, nous, là, j'ai peut-être manqué les téléphones intelligents, mais la prochaine vague, je veux être là. Les Bon, lunettes, je serai là, ouais. exactement. Ouais, alors donc, c'était vraiment une envolée lyrique, hein, voilà, Ah oui, oui, oui. il parle d'une nouvelle ère de prospérité, les gens passeront moins de temps devant les logiciels de productivité, mais ils seront plus créatifs et on aura tous nos super intelligentes, personnelles qui comprendront tout ce qu'on veut et cetera. Tout ça dans les lunettes, évidemment. Mais comment tu as Alors reçu ça, toi, ce écoute, chant-là? alors moi ça me fait un petit peu rigoler quand même parce que, pour 2 raisons. D'abord parce que rappelle-toi, il y a 4 ans, en 2021, c'était l'été également et Mark Zuckerberg, son truc, c'était le métaverse. Et c'était pareil, c'était une espèce de discours, très prophétique, très, annonciateur de sa stratégie, mais également du sens dans lequel toute la technologie devait aller, donc le métaverse, le métaverse, le métaverse. On sait ce qui est arrivé au métaverse. Bon, ça ne veut pas dire que l'IA suivra le même chemin, mais on sent qu'il surfe un peu sur la vague et c'est la nouvelle vague, il ne pouvait pas faire autrement. Et puis, il faut remettre ça dans le contexte, c'est toujours l'espèce de super compétition entre les géants de l'IA. Et alors que Mark Zuckerberg fait sa présentation, quasiment en même temps, quelques jours avant, c'est Sam Altman qui lui aussi a expliqué à quel point le futur GPT-5 Ah ouais. était formidable. Il est bouleversé par le Ah, lui, il est GPT-5. bluffé par Il est la puissance de bluffé son... par sa propre créature. Il dit que c'est comparable au moment du projet Manhattan des États-Unis et je trouve que d'ailleurs c'est une très mauvaise image en fait cette histoire de projet Manhattan Ouais. parce que lui il parle de ça en disant on est surpris par la puissance de la technologie, ça veut dire ça, alors que le projet Manhattan, c'est-à-dire la mise au point de la bombe atomique par les Américains pour à la fin de la guerre, enfin pour essayer de mettre fin à la guerre, c'est pas qu'ils ont été, enfin ils ont été surpris dans le sens où oui ça a marché, mais ils poursuivaient un but. Ils savaient exactement là où ils voulaient arriver et je ne sais pas si on peut vraiment parler de surprise, d'émerveillement et autres. Enfin peut-être, je ne sais pas. Voilà, moi c'est un peu ça qui m'inspire si on remet tout ça dans le contexte. Mais après il y a autre chose, c'est que on parle d'intelligence artificielle générale, IAG, sauf que personne ne sait exactement ce que ça veut dire en fait. Non? C'est cette IAG. Et même, on peut même se poser la question, est-ce qu'on le saura on y sera rendu? Ouais. Bah oui, parce que en fait, les IA, elles sont déjà, plus intelligentes que l'homme. Je veux dire, ChatGPT pour plein de domaines, il est beaucoup plus intelligent que moi. Pour faire du code, il est plus intelligent que moi qui suis pas un développeur professionnel. Pour, écrire un article journalistique, il est plus intelligent qu'un développeur dont c'est pas le métier et Mmh. cetera. Et donc la notion d'IAG, c'est quand même bon, l'idée c'est l'IA qui saura s'adapter, à toutes les situations très vite, comprendre très vite, quelque chose, l'appréhender avec l'image, le son, s'adapter immédiatement. C'est un peu ça, hein, la notion qui est derrière. Donc effectivement, ça fait rêver, ça fait peur aussi, mais ça fait rêver. Mais en tout cas, je pense qu'on marquera l'été 2025 comme étant la grande profession de foi de Mark Zuckerberg dans l'avenir de l'IA. Avant de passer à la suite de Monde Numérique, un mot d'une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu d'une manière complètement nouvelle sur Internet, en dehors du cadre d'un navigateur. Il s'agit de Frogans, partenaire de Monde Numérique. Frogans permet de créer des sites légers, fonctionnant sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, ordinateur, tablette, casque de réalité virtuelle, etc. Frogans est une technologie libre et ouverte qui repose sur un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Frogans fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette innovation. Pour mieux comprendre à quoi ressemble Frogans, retrouvez mon interview du cofondateur Alexis Tamas.
en audio sur le fil de ce podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et pour tout savoir sur Frogans, rendez-vous sur le site f2r2.fr, f2r2.fr. Tiens, et à propos de ChatGPT justement, parce que si on parle de l'un quasiment, il faut parler de l'autre, tu as vu, grosse annonce également du côté de ChatGPT cette semaine, qui sort un nouveau mode qui s'appelle le mode étude, le mode study, et qui va donc s'adresser spécifiquement aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens, pour les aider à utiliser le chatbot, mais sans leur donner tout de suite les réponses, en fait, en essayant d'être un peu plus interactif, c'est ça, hein? Ouais, puis cette semaine, moi, j'avoue que j'ai souri quand j'ai vu cette histoire-là sortir parce que il y a environ 1 an et demi, j'avais rencontré quelqu'un de chez Google qui travaille là, dans l'équipe de Google Lab où ils sont en train de développer différentes solutions. Et l'ingénieur me montrait une application d'un LLM qui avait été conçu pour le contexte pédagogique, donc le monde du scolaire. Et ce que ça faisait, c'était habile. Parce que là, on était au début de ChatGPT et tout le monde se disait, moi, c'est fini, les classes, personne va décider d'apprendre. Ben, eux, ils avaient pensé à cette histoire-là. Ils avaient dit, ce qu'on va faire, c'est que le jeune, l'étudiant, va poser la question et on va pas lui donner tout de suite la réponse. On va le faire travailler. On va lui reposer des questions pour qu'il puisse réfléchir et donc avoir un processus de réflexion pour arriver à la réponse. C'est exactement ça, hein? Ben, c'est ça, mais qui arrivait 5 ou 7 fois question plus loin. Et mais au moins, ça a le bénéfice de faire réfléchir quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Hein? C'est en regardant une situation, un problème, puis de voir comment je pourrais régler l'affaire, pas en obtenant tout de suite la réponse. Et mais le truc, c'est qu'on me l'a montré. Mais ça n'a jamais été accessible, à part que dans le Google Lab. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui va là, mis à part les initiés, les intéressés. Alors, de voir cette initiative de OpenAI qui sort son ChatGPT version école, je trouve ça intéressant, mais à quelque part, c'est aussi pour un peu faire montrer patte blanche là, au niveau de tout le monde est scolaire. Exactement, c'est pour un peu réconcilier on va dire le monde enseignant avec l'intelligence artificielle, hein, avec tous ces gamins qui aujourd'hui, tu leur demandes de faire un travail à la maison, la plupart font du copier-coller. Les seuls qui le font pas et qui arrivent à avoir de bons résultats, ils se font avoir, ils ont des mauvaises notes. Il y a eu une affaire comme ça récemment qui a fait un peu de bruit dans la presse en France, une pauvre élève qui a été accusée d'avoir utilisé ChatGPT alors que c'était pas vrai visiblement. Donc c'est vrai que ça fait un peu une opération pour se blanchir ou en tout cas pour essayer d'être un peu plus compatible avec l'école. Et on s'entend que ça n'a pas été annoncé au mois de janvier. C'est annoncé juste avant l'été scolaire. Quel hasard. Ouais. Mais toi, très rigoureux, tu l'as testé. Alors tester, c'est peut-être un bien grand mot, mais je suis allé t'es pas retourné à l'école, mais tu as quand même ouvert. Non, mais je suis allé essayer. Ouais, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je suis un petit peu déçu. En fait, je l'ai testé, je me suis fait passer pour un élève de terminale qui avait un exposé à faire sur Victor Hugo. Alors je lui dis ça, etc. Et alors c'est vrai qu'il commence au lieu de me donner des réponses et me raconter la vie de Victor Hugo, il commence à me poser des questions. Et je réponds aux questions, etc. Mais très vite, ça a déraillé, c'est-à-dire que il a voulu, il a travaillé, il voulait que je lui écrive mot à mot ce que j'allais exprimer oralement. Alors je lui dis non mais c'est ok, mais ça on va pas y passer la journée, c'est pas intéressant. Moi ce que je veux c'est des informations sur Victor Hugo. Alors après j'essaie de le piéger. Il me dit oui, qu'est-ce que tu sais de Victor Hugo? Alors là j'ai truqué, j'ai dit il est du XVIIe siècle. Évidemment c'est faux. Ouais. Tu l'auras rectifié. Et il m'a dit ah non pas tout à fait, il est du XIXe siècle. Quand même. Oui, heureusement, là il s'est pas trompé. Mais là où il s'est gouré, c'est qu'au bout d'un moment quand il commençait à me dire alors comment t'exprimes-tu, retouche ta phrase, je lui dis parle-moi de Victor Hugo. Et là il m'a dit ah oui d'accord et il m'a tout sorti. Il y avait plus de questionnement. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Il a senti la menace. L'exaspération. Voilà exactement. J'ai hacké le truc sans le vouloir. Et donc en fait, il m'a posé 3 questions au début, puis après c'est fini. Je suis retombé sur un ChatGPT normal en fait. Oh boy, ok. Donc je sais pas trop ce que ça vaut ce mode study, il faudra voir. Alors ça fait un peu rêver, ça peut faire un peu fantasmer. Voilà, on se dit on aura demain tous un prof personnel au fond de notre poche et tout. Mais je demande à voir sur la durée. Il faudrait que des enseignants le testent. C'est très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent. Ben oui, qui nous écoutent. Donc moi je leur conseille cet été là d'aller tester ChatGPT Study, de voir un peu comment de le challenger pour voir s'ils pourraient pas l'utiliser malgré tout avec leurs élèves.
ça peut être intéressant. Voilà. Tiens, juste un mot, Bruno, puisque souvent on se raconte notre vie dans ce rendez-vous. Je sais pas si tu as vu, toi tu es plutôt sur PC, je crois. Ouais, quand je suis, dans mon studio, c'est PC, quand je suis sur la route, c'est Mac. C'est vrai, toi tu es très Je suis polyglotte. bimode. Tu es bimode. Alors moi je suis plutôt sur Mac et il y a l'application ChatGPT, sur Mac qui fonctionne bien avec des fonctions qu'on n'a pas forcément sur PC. Et là, écoute, moi je pensais à ça tout à l'heure, je me suis fait une petite config, pour te dire à quel point, l'IA générative est devenue importante dans ma vie. Mmh. J'ai installé l'application avec un petit raccourci clavier, ce qui fait qu'en un clic, maintenant, j'appelle ChatGPT pour lui poser, n'importe quel type de question. Il y a aussi ce mode qui permet d'enregistrer les conversations, genre, tu as un appel de boulot, tu veux avoir une synthèse après. Alors il faut le dire aux gens, hein, mais il te fait un compte rendu à la sortie. Mais là, on comprend que tu utilises ton ordinateur pour faire des appels aussi. Oui et non, enfin parfois, mais tout simplement, tu sais, j'appelle avec mon téléphone et je mets en OK, en mode haut-parleur, haut-parleur. en OK, mode haut-parleur. Et d'accord. puis là, même au moment où je te parle, bah, écoute, en fait, j'ai 2 écrans sur mon bureau et il y en a un qui est entièrement ChatGPT, en fait. Mais c'est ça le C'est truc. rendu là. Ah ouais, Wow! j'ai l'écran principal où je travaille et sur la droite, j'ai l'écran ChatGPT. Alors les 2 sont connectés, hein, tu peux Quand faire des même. copier-coller des trucs et c'est super pratique. Et tu as pas le goût de Toutes les prendre, 5 minutes. tu veux pas prendre ta tablette et le mettre là, branché sur, ton ordinateur? Pour qu'il Non, prenne un parce peu que moins de place? non, mais de toute façon, j'ai les 2 écrans, donc OK, ça revient au même, ouais. Mais tu sais que ce bouton d'accès, pendant qu'on partage, son bouton d'accès direct à ChatGPT, moi, je l'ai sur mon écran fermé de mon de téléphone. téléphone. Ah, je l'ai Ouais. aussi. Oui, oui, Et donc, je l'ai et aussi. puis ça, je trouve ça tellement pratique, là, peu importe en mode vocal ou en mode texte, là. Ouais, J'ai une question, je sors mon téléphone, je clique c'est vrai, là-dessus, c'est vrai. bang, tout de Ouais, ouais, suite. tout à Ah fait. non, c'est Mais parfois, on est plus, tenté par le mode vocal que peu de gens utilisent parce que moi, chaque fois que j'utilise ChatGPT en mode vocal, on me dit: «Ah tout le tiens, monde c'est est surpris, original». ouais, Tout le monde est surpris ouais. alors que c'est tellement pratique, mais les réponses sont souvent plus courtes. Elles Oui. sont moins détaillées et cetera. Donc pour des trucs de travail, il vaut mieux aller sur la version écrite, et c'est totalement indispensable, quoi, ce truc aujourd'hui. Il faut être de son temps. Bon, on parle de quoi? Encore un petit peu d'intelligence artificielle? Ah, allez, pour faire plaisir à tout le monde. Ouais. Alors désolé pour cet auditeur là dont j'ai vu passer le message, récemment qui me dit: «Moi j'en ai marre de ces trucs d'IA, de cette soupe IA», je crois, il m'a dit sur, Aïe, aïe, aïe. Ouais. mais désolé, c'est le monde change et on est bien obligé d'accompagner ce mouvement-là, en essayant de le décrypter malgré tout parce que quand on trouve que, ils en font trop, on n'hésite pas à le dire. Bref, l'IA chez YouTube, tu as vu ça? Pour, détecter les mineurs. Ouais, ben, il y a 2 grosses nouvelles, hein, cette semaine au sujet de YouTube. D'abord, les Australiens de 16 ans et moins n'auront plus accès à YouTube. Ouais. La loi a été Alors, passée, là. Ouais. ils auront plus accès, techniquement, ou bien c'est la loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit d'y aller avant? C'est la C'est loi c'est pas et pareil. ouais, non, attends, c'est la loi, mais ils vont s'assurer que les opérateurs s'assurent que les 16 ans et moins n'ont pas accès D'accord. à et c'est YouTube, mais c'est aussi tous les réseaux Ouais. sociaux. Eh ben, je leur souhaite bien du plaisir, hein, parce que Ben quand je oui. vois ce qui se passe en France, pour le contrôle ils vont bien s'amuser. Ah, Bref. je comprends, mais ben, tant mieux, ça va nous faire du matériel sur lequel commenter. Mais donc, pour revenir à ton point, oui, c'est cette histoire-là de YouTube qui, aux États-Unis, c'est important de le mentionner, va donc utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à déduire si l'utilisateur qui, accède, à sa plateforme est un mineur ou pas. Alors ça, c'est intéressant. Puis j'avoue que son moyen très basic de si ça fonctionne pas puis que quelqu'un veut contester, ça va être tout simplement d'envoyer un selfie ou Ouais. un document officiel. Mais encore là, n'importe qui pourrait être capable de créer quelque chose de non officiel et Bah, de ouais. berner la machine. Alors je trouve ça l'idée est intéressante, mais son application est un peu loufoque. Ouais, mais le principe est sympa et donc en fait l'IA va détecter, j'ai regardé notamment, il voit en fonction des requêtes qu'on fait sur le moteur de recherche, des catégories de vidéos qu'on regarde, de la durée, le type de vidéo et cetera, hein, pour Mais arriver. pense à tous ces adultes qui veulent regarder des vidéos de Laboubou. Mais exactement!
Exactement, c'est ce que je Qu'est-ce pensais. qu'ils vont se faire ficher comme Mais des oui, enfants? toi qui regardes Dora l'exploratrice en Ben oui, intégralité, en boucle, pendant toute la en journée. tu vas te faire repérer, tu vas te faire taguer comme un Aïe, mineur. aïe. Ah non, je sais, Ouais. l'angoisse. Mais tu as vu en Grande-Bretagne, ils arrivent à contourner le système avec un jeu vidéo. Ben oui. Oui, ils vont scanner le visage Ouais. des personnages, là. Bon, bref, la technologie, on arrivera toujours à contrer la technologie. Ouais, ben c'est le défi de certains d'ailleurs, hein. À chaque invention, c'est de voir comment on peut la en guillemets «la contrer» là ou, Mais c'est inhérent à l'informatique, c'est l'essence même du hacking, en fait. Allez, encore un mot, Bruno, je vais te retenir encore quelques minutes, après je te libère, tu pourras ah ouais, moi j'ai repartir la sur suite, hein, de mon sur carnet les là. voilà, tu pourras J'ai tous repartir mes invités, les collaborateurs qui attendent à la porte comme non, ça, c'est pas vrai, je sais que tu vas les gambader sur les grandes plaines canadiennes. Un mot, et ce mot, c'est le mot technologie. C'est un article que tu as publié cette semaine, j'ai trouvé ça super sympa. Il ne faut plus utiliser le mot technologie, c'est ça? Ben, écoute, oui, c'est la question qui a été, menée ou amenée, sur un billet, une opinion, qui a été publiée cette semaine dans le Financial Times. C'est un ingénieur, puis c'est intéressant que ce soit un ingénieur qui amène le propos, Guru Madhavan, qui, lui, dit essentiellement: «Il faut enterrer le mot technologie parce qu'aujourd'hui, ça veut plus rien dire». Et depuis que ça a été repris par des politiques, des gens qui font de la pub, évidemment les gens des médias comme nous. Mais bon, nous, on est spécialisés dans le domaine, donc c'est autre chose. Mais donc, on a trop utilisé ce mot-là, qui date quand même du 19e siècle, et que c'est peut-être maintenant le temps de passer à autre chose. Et j'avoue que juste le titre qui disait, ben, faut faire disparaître ce mot-là, je me suis dit, ah, quand même. Et ça m'a attiré à le lire. Et puis après, j'ai dit, ah, il faut que j'écrive là-dessus. C'est C'est très sympa. intéressant comme réflexion. Oui, mais parce que tu rappelles dans ton papier qu'aujourd'hui, on utilise le mot technologie aussi bien pour une cuillère connectée que pour Ben un oui. missile balistique. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est complètement vrai. On parle toujours d'une technologie différente qui Ouais. est utilisée pour faire ça. Mais Alors, mais c'est vrai que la technologie au départ, c'était pas l'objet lui-même, c'était un peu la manière dont il fonctionne, c'était le fait de s'intéresser à la ouais. technique. Les cours de technologie à l'école, c'est un peu comme la psychologie qui s'intéresse à la psyché. La technologie, c'était cette science qui s'intéressait à la tech. Enfin, C'était pas à la nécessairement technique. l'aboutissement du Voilà. processus. Là, ouais. Et aujourd'hui, ça a été, un peu dévoyé. Mais alors, c'est marrant parce que tu dis: «C'est un ingénieur qui a fait ça», mais c'est normal parce que les ingénieurs, on sait comment ils sont, on les adore. Mais je veux dire, Et on les salue. le monde est carré pour les ingénieurs, tu vois? Hein, une balle qui tombe par terre, c'est pas une balle qui tombe par terre, c'est des équations mathématiques qui sont en train de se résoudre. Donc il faut chaque mot, doit être employé à bon escient, et cetera. Donc c'est bien les puristes comme ça, mais je pense que c'est un peu perdu d'avance, malheureusement. Mais, puis je veux rajouter, parce que là, on parle de technologie, mais il y a 2 autres expressions qui sont amenées à la réflexion. C'est celui de l'innovation et Mmh. l'intelligence. Les 2 mots aussi, là, ça devient galvaudé de les employer Ah à bah oui. n'importe quoi. Tu sais, tout est intelligent. Les brosses, ben, on avait même vu, c'était quoi, là? Non, la patate était pas intelligente à l'époque au CS. La Elle était patente faussement connectée. était, ouais, c'est ça. La patate était connectée. Connectée. Patate française, d'ailleurs. Mais non, mais c'est ça. À un moment donné, c'est que les mots perdent leur sens. Et il est bon, à l'occasion, de réfléchir sur l'utilisation de certains mots, dont cette semaine, le mot Mot technologie. technologie. Mot Mais je crois valise ouais, technologie. ouais. Mais je crois pas qu'on reviendra en arrière. En revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'il soit remplacé par autre chose, mais pour un effet de mode. Ouais. Toi et moi, quand on a commencé à parler de tout ça, rappelle-toi, on parlait d'informatique, hein, C'est de ça qu'on parlait. On parlait c'était, d'informatique, après on a voilà. parlé d'Internet. Après, on a parlé de multimédia. Ouais. Oui, c'est vrai. Et Pardon. alors, Bruno, votre chronique multimédia aujourd'hui. Aïe, 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 ouais. Et aujourd'hui, si tu parles de multimédia, tu as l'air d'un vieux boomer complètement idiot. Mais tu sais qu'au Québec, entre le multimédia et l'Internet, on a parlé de l'autoroute de l'information. Oui, ah bah oui, il y avait ça, c'était magnifique, les Ouais. autoroutes de l'information. Ouais, ouais, ça, Et c'était là, fascinant. maintenant, ce serait l'autoroute de la désinformation. Mais bon. Ah, Voilà pour les plus nostalgiques d'entre vous qui nous écoutez.
Très belle conclusion, mon cher Bruno. De quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben écoute, je suis content que tu me poses la question parce que, notamment et je suis très fier, je reçois Philippe Baudouin. On a déjà parlé de l'initiative de Yoshua Bengio là, qui a créé Loisero, qui est un organisme, une OBNL qui veut voir au développement critique Une de l'IA. OBNL? Qu'est-ce que c'est que ça, une OBNL? Ah, c'est une organisation à but non lucratif. D'accord, OK. Ah Donc, oui, bah oui. comment tu appelles ça? C'est une, Comme ça, mais on le dit jamais en abrégé, donc ah bon, ben très voilà. bien. Et donc, cette organisation-là, donc Loisero, qui a été lancée il y a quelques mois à Montréal, là, ben, ils sont vraiment en train d'aller chercher des joueurs clés. Et le dernier à joindre, et il devient directeur de la recherche pour Loisero, c'est Philippe Baudouin. Un bonhomme qui a fait son chemin, il a été chez Google, il a été chez Eleven Lab, pas chez Eleven Lab, chez Element AI. Et c'est une grosse pointure de la recherche au niveau de l'IA. Et là, c'est ça, il devient le patron de la recherche. Il travaille vraiment main dans la main avec Yoshua Bengio, même s'ils n'ont pas toujours le même point de vue sur les enjeux, mais ils regardent dans le même sens. Alors, grosse entrevue avec lui pour parler de sa Intéressant. vision des choses. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis, sinon, je vais faire un petit peu de mille sur... il y a une nouvelle boîte ou un nouveau service qui a été lancé par AWS récemment, qui est un marketplace, une place de marché pour les IA agents ou pour les agentiques. Ah ouais. Et donc, je parle avec une des grosses boîtes de l'IA au Québec qui a décidé de prendre pas le virage, mais l'invitation de AWS. Et puis, j'étais curieux de savoir qu'est-ce que ça va changer dans leur vie et puis de mieux connaître c'est quoi cette place de marché-là. C'est un peu comme Hugging Face, mais Ouais, encadré par les gens d'AWS. d'accord. Alors, pour les clients d'AWS, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que ça va attirer d'autres clients, mais je voulais faire un tour de ce côté-là. Puis sinon, ben, j'ai d'autres invités et d'autres collaborateurs qui sont là. Merci d'avoir, pris tout ce temps, un peu plus que d'habitude, hein, mais bon, c'est l'été, on se lâche un peu. Ben, je souhaite à tes auditeurs une bonne fin de podcast. Et puis, ben, moi, je poursuis avec les miens. Et Eh bien, j'invite les tiens au passage plus tard. très bonne fin d'émission et à la semaine prochaine. Salut Bruno. Salut. Monde numérique, le meilleur de la tech. La suite de Monde numérique et je vous emmène tout de suite en Chine. On va parler robots, on va parler intelligence artificielle. Et puis après, on fera le grand écart, on repartira de l'autre côté du monde, à Las Vegas, aux États-Unis, pour un retour sur le CES 2025. Bonjour Shanwen Tsang. Bonjour Jérôme. Journaliste à China Global Television Network, ravi de t'accueillir à nouveau dans Monde Numérique. Tu es journaliste à Pékin et on se retrouve comme ça de temps en temps pour jeter un coup d'œil sur l'une de tes spécialités parce que tu traites énormément de sujets, mais notamment les technologies. Et en ce moment, c'est la fête des robots, j'ai l'impression, en Chine. À Shanghai, tout récemment, s'est tenue une grande conférence, la World Artificial Intelligence Conference, avec un déballage mais incroyable de robots. Ça, on peut dire que c'est une industrie qui explose actuellement en Chine. Oui, c'est une industrie en ce moment qui est en train d'exploser et qui est très, très, très prometteuse pour l'avenir, que ce soit pour au niveau du financement ou encore aussi pour la stratégie du développement de la Chine. Là, on parle effectivement de cette grande réunion, cette grande conférence, exposition mondiale sur l'intelligence artificielle 2025 qui a eu lieu du 26 au 28 juillet à Shanghai. Donc, c'est une métropole, l'une des métropoles les plus connues et aussi l'une des métropoles qui est les plus innovatives et qui est aussi les plus avancées économiquement parlant. Ouais, En j'ai eu Chine, l'occasion de m'y rendre, une fois ou deux, et c'est vrai que c'est ah, c'est vrai? impressionnant, hein. Cette Oui. ville est C'est complètement très folle, futuriste en ce moment. très Quand on parle futuriste. de Ouais. Shanghai, de Guangzhou, voilà, il faut absolument visiter. Et aujourd'hui, Hangzhou aussi est devenue une ville incontournable en parlant de l'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de entreprises comme Alibaba, comme Unitree qui sont basées à Hangzhou. Par exemple, on y trouve plusieurs entreprises qui ont, pour la première fois, montré comment utiliser ces intelligences artificielles dans la vie au quotidien des gens. Comment aujourd'hui intégrer un
robot humanoïde à côté d'un enfant, qu'ils puissent faire de la calligraphie ensemble ou qu'ils puissent jouer au curling ensemble. Par exemple, Alibaba, il a utilisé aussi cette occasion à lancer des lunettes qui s'appellent AI Quark. En fait, c'était intégré de manière profonde à l'écosystème Alipay. Donc, Alipay, c'est une Mhm. application de paiement. En utilisant cette lunette qui a été lancée par Alipay, juste en un mouvement d'œil, vous allez pouvoir payer. Ah, il faut pas se tromper, hein. Exactement, donc Ah oui. c'est quelque chose qui va vous encourager à payer, facilement. Et puis encore par exemple, aussi comment utiliser l'intelligence artificielle dans la conduite, dans les taxis. Et moi, j'ai déjà moi-même, il y a un mois, d'aller essayer, hem le taxi qui s'appelle Apollo Go, dans le sud Ouais. de Beijing. Et là, en fait, c'est vraiment la conduite autonome. Vous montez dans une voiture avec votre portable, vous scannez le QR code. Une fois que vous le scannez, et puis vous attendez pendant 1 minute et le taxi arrive. Vous faites voilà, donc là, à ce moment-là, vous aurez déjà fait la Mmh. réservation. Et puis, ils vont comprendre que vous êtes là, et là, vous allez vous appuyer sur un bouton et puis, bah, le porte la porte, il s'ouvre tout seul. Vous entrez dans la voiture, la porte se ferme et là, vous commencez à rouler, pas de Pas de chauffeur, chauffeur, d'accord. rien du tout, C'est la question pas que de j'allais chauffeur. poser. Et c'est quelque chose de très, très intéressant parce que vous n'avez pas de chauffeur, vous n'avez personne à qui vous allez indiquer la direction puisque vous avez déjà Oui, dans préinstallé, l'application. une route. Voilà, donc je veux partir de point A à point B, et puis une fois arrivé, tout est programmé. Et donc là, c'est comme si il y avait Mmh. quelqu'un devant vous en train de conduire, mais sauf qu'il y a personne. Et en même temps, vous pouvez utiliser tout ce qui est le système de technologie et l'intelligence à l'intérieur. Ils peuvent va pouvoir, changer de température à l'intérieur des voitures automatiquement et puis jouer des musiques automatiquement. Les sièges auto-chauffants avec du massage, musique automatique. Et puis vous avez aussi une petite caméra en fait, qui filme tout ce qui se passe Ouais, à bien sûr. l'intérieur de la voiture pour que quand même les gens puissent avoir le contrôle, les ingénieurs, derrière pour garder la Évidemment. sécurité. Alors, je reviens un instant sur cette conférence-là de Shanghai, la World Artificial Intelligence Conference. Évidemment, donc, comme tu l'as dit, c'était vraiment le déballage, la vitrine de ce qui se fait de mieux, avec des choses un peu spectaculaires. Donc il y avait des robots qui se bagarraient, il y avait des compétitions de kickboxing de robots, mais des robots télécommandés, il faut le préciser. Ils sont pas encore tous 100 autonomes. Il y avait, est-ce qu'il y avait d'autres choses un peu spectaculaires? Est-ce que, et puis là, on vient de parler des taxis. Tu as vu passer d'autres choses un peu étonnantes? D'autres choses étonnantes, je pense que c'était aussi, de laisser des champs d'imagination de comment, toutes ces intelligences artificielles à pouvoir en fait, incorporer dans notre vie au Mmh. quotidien. Et puis, par exemple, aussi d'évoquer quelques sujets qui vont peut-être nous poser des problèmes dans le futur. Quels sont les défis, dans Ça, l'intelligence c'est des questions qui artificielle? se Et posent? aussi, ce sont les questions effectivement qui se posent. Et d'ailleurs, ça a été très intéressant de voir cette préoccupation qui ont déjà été évoquées par, des ingénieurs américains, chinois, qui se trouvent tous à Shanghai à cette occasion pour parler de l'avenir de l'humanité. Tout le monde se pose cette question, c'est que comment faire, utiliser l'intelligence artificielle pour que ça nous aide mieux et tout en gardant notre propre sécurité. Et c'est-à-dire, si on je prends ce métaphore de Hinton, donc ce grand maître de l'intelligence artificielle américain. En fait, Ouais, Geoffrey Hinton, ouais. Jeffrey Hinton, il a parlé de l'intelligence artificielle comme c'était un petit tigre. Le petit tigre qui est en train de s'agrandir. Et là, en fait, l'humanité ne peut pas aujourd'hui arrêter ce processus. À partir du moment où tous les pays ont commencé à entamer et aussi beaucoup investi dans cette course qui n'a peut-être pas de fin, dans cette compétition de l'intelligence artificielle. Et là, vous avez un risque de faire grandir ce tigre qui va peut-être un jour se retourner contre l'humanité. Et d'ailleurs, pour Hinton, l'heure est déjà arrivée. C'est-à-dire, l'heure est déjà arrivée, comment les humains et l'intelligence artificielle va pouvoir bien vivre ensemble. À partir du moment où vous avez le risque de faire grandir un tigre, dans ce cas-là, vous avez besoin de la gouverner, l'intelligence artificielle, le plus vite possible. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut poser comme question, c'est qu'est-ce que un pays va pouvoir jouer? Quel rôle
ce pays va pouvoir jouer pour mieux gouverner, pour mieux dompter l'intelligence artificielle qui est un tigre devant nous, mignon, mais peut-être mortel. Et peut-être, selon Hinton, sûrement mortel. Et donc, selon lui, il n'y a que deux choix. Soit l'entraîner à ne pas vous tuer, soit le relâcher dans la nature. Mais en fait, il n'est plus possible d'éliminer l'intelligence artificielle aujourd'hui, même si un pays l'interdit, eh bien, d'autres pays vont continuer à développer Bien sûr. l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est plus grave, c'est que les domaines des attaques informatiques et aussi des armes mortelles et des fausses informations, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui de pouvoir identifier et aussi, en fait, de difficile à contrôler. Donc, c'est pour ça il faut une coopération. Il faut une coopération qui va au-delà d'un gouvernement d'un pays, mais il faut créer un mécanisme ensemble dans la gouvernance de l'intelligence artificielle à l'international. Et je pense que c'est aussi ça le message le plus important que la ville de Shanghai essaie d'émettre tout en organisant ces grands événements, tout en invitant le Premier ministre chinois Li Qiang à être présent lors de cette grande conférence. Et là, justement, quand on parle aussi le volet politique de l'intelligence artificielle, il faut aussi trouver le rôle de chaque pays dans la gestion de l'intelligence artificielle. Et par exemple, la présence du Premier ministre chinois Li Qiang à cet événement, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que du côté de la Chine, jusqu'au plus haut niveau, on y attache une grande importance dans la gestion de l'intelligence artificielle et surtout au rôle de la Chine dans le futur de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Oui, bien sûr. la Chine, Ça, elle est forte de 1,4 milliard de personnes et aussi forte des données qui sont produites par 1,4 milliard de personnes. Je pense qu'elle a une très, très grande chance de, de connaître une très grande vitesse dans le développement de l'intelligence artificielle. Et ensuite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir fournir un produit de haute qualité, sûr et fiable, non seulement aux Chinois, mais au reste du monde. Et aussi, non seulement aux, à lambda, aux entreprises, par exemple, qui ont beaucoup d'argent, mais aussi aux pays du Sud, aux pays en voie de développement, aux gens qui ont vraiment besoin de ces technologies. Déjà, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises chinoises sont basées sur open source. Et ensuite, comment faire intervenir davantage de pays dans cette action de l'intelligence artificielle, plus intelligence artificielle, plus leur vie au quotidien, plus leur travail, plus leur environnement professionnel de tous les jours. Donc je pense que c'est ça aussi que le Premier ministre chinois a essayé de mettre en valeur lors de cette conférence. Jean-Louis, cette volonté de régulation, en tout cas de collaboration internationale, c'est un message officiel aujourd'hui de la Chine Exactement. qui dit mettons-nous autour de la table en quelque sorte pour voir comment on va gérer ce tigre. Oui, comment on va gérer ce tigre? C'est d'ailleurs lors de cette conférence que la Chine a émis, ce plan d'action dans la gestion de l'intelligence artificielle à l'échelle internationale. Là, j'ai relevé 4 points qui sont les plus importants. C'est le premier, c'est il faut, saisir l'opportunité, cette opportunité commune et que tout le monde, tous les, gouvernements et toutes les organisations internationales, des entreprises, des institutions académiques, et même les individus puissent participer dans ce grand développement et pouvoir en fait identifier le potentiel de l'intelligence artificielle dans le développement économique et social et bien sûr, de promouvoir le développement de l'intelligence artificielle tout en incorporant cette intelligence dans notre vie au quotidien. Et puis, troisième qui me marque le plus, je pense, c'est aussi de faire en sorte de créer un mécanisme de protection des données personnelles, surtout des données privées. Et puis aussi dans la construction de ce réservoir d'informations, dans la protection des informations privées et personnelles, comment éliminer la discrimination et comment éliminer les préjudices. Et puis, troisièmement, c'est de trouver les moyens de gérer l'intelligence artificielle et sa sécurité ensemble. Par exemple, d'accroître l'investissement et de aussi créer un mécanisme de partage d'informations à l'échelle internationale pour que
tous les pays puissent participer dans la protection des données personnelles. Et enfin, c'est encore une fois le côté coopération internationale. Par exemple, si c'est possible d'organiser des formations dans le futur à l'international et de rendre toutes ces informations et tous ces outils accessibles aux personnes démunies, surtout aux femmes et aux enfants. Donc je pense que c'est un grand moment, c'est aussi pour marquer ce plan d'action qui est cette fois-ci promulgué par la Chine, mais invite tous les pays du monde à y participer. Et c'est quelque chose de très important de garder la sécurité de toute l'humanité. Donc je pense que c'est ça le message clé que la Chine souhaiterait émettre. Merci beaucoup, Shandui Chang de China Global Television Network à Pékin, en Chine. Merci pour cet éclairage passionnant parce que c'est super intéressant, évidemment, vu de France, d'avoir ce regard directement depuis la Chine. Et puis, je précise qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, en français notamment, principalement sur le réseau X, où tu es présente à la fois en vidéo. Aussi sur YouTube et aussi sur Facebook et sur Instagram et là où je partage, des informations en lien avec la Chine, toutes sortes d'informations Sur des tas et d'actualités différentes, effectivement. Merci beaucoup. merci pour l'invitation, Jérôme. Voilà, et interview intégrale de Shangwin Song en Chine à écouter la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique. La semaine prochaine également, rediffusion des meilleurs épisodes de Monde Numérique consacrés au grand salon high-tech de l'année. On reviendra sur le CES de Las Vegas, le Mobile World Congress de Barcelone et le salon Vivatech de Paris. Voici tout de suite dans l'hebdo un petit aperçu. Ladies and gentlemen, welcome to CES 2025. I'm Gary Shapiro, CEO and Vice Chairman of the Consumer Technology Association, the producer of CES, and I am so thrilled to... Voilà, lui, c'est Gary Shapiro, le big boss du CES, le patron de l'association CTA qui organise l'événement. Et Gary Shapiro est à la barre depuis des années. On le voit sur le terrain. On ne cesse de le croiser au CES. C'est assez amusant. Il est très investi. Il est toujours là où il faut. Ce CES qui a donc fermé ses portes. Vous avez pu vivre cet événement jour par jour en écoutant le podcast Monde Numérique. Si ce n'est pas le cas, bien il n'est pas trop tard pour aller vite écouter les 5 épisodes spéciaux bourrés d'interviews et d'infos. Et on va maintenant un peu prendre du recul, mais se replonger également dans les nouveautés annoncées à l'occasion de cette édition 2025 qui était particulièrement riche et intéressante. Allez, je vous propose maintenant une sélection d'interviews d'exposants rencontrés au CES de Las Vegas. On va commencer avec un coup d'œil sur un petit robot français qui s'est taillé un joli succès. Il s'agit du robot Mirokai de la société Enchanted Tools, un petit robot d'environ 1,20 m de haut, monté sur une grosse boule gyroscopique et puis une tête rieuse avec des oreilles en pointe et un visage qui est en fait un écran très expressif. À quoi sert-il ? Réponse d'Isabelle Blanchot de Enchanted Tools. Alors, les premières utilisations qu'on teste en hôpital, en maison de santé et dans les magasins, c'est vraiment sur guider, accompagner les gens quand ils trouvent pas d'employés pour les répondre à leurs questions ou les rassurer. On fait aussi des tests dans des aéroports pour pouvoir guider les gens et les rassurer sur leur vol, etc. Et donc, toute la partie interaction, c'est vraiment la première partie. La deuxième partie, c'est de la petite logistique, par exemple, en maison de retraite, de pouvoir porter toutes les heures, de prendre un plateau avec de l'eau et de faire le tour des chambres ou des endroits, comme ça le personnel n'a pas à le faire. Et transporter des ustensiles ou reprendre des vêtements de cabine d'essayage, les ramener dans les bons rayons. Donc, tout ce qui est petite logistique, c'est quelque chose qu'il va pouvoir faire aussi très facilement. On sait que la robotique comme ça, un peu humanoïde, ça reste un vrai défi technologique malgré tout, hein. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a toute la partie navigation qui est compliquée et surtout que nous, on fait un robot social, donc il va interagir au milieu des gens, au milieu d'enfants qui courent et ça demande de la sécurité, donc c'est un vrai défi, mais c'est passionnant. Et la partie interaction, par contre, grâce à l'IA générative, c'est moins un défi qu'avant et ça apporte vraiment une richesse d'interaction avec les gens et une vraie valeur ajoutée qu'on n'avait pas il y a 3-4 ans. C'est-à-dire qu'il comprend mieux, il parle mieux, on peut mieux communiquer avec lui.
Oui, on a fait énormément de progrès et parce qu'on le fait de manière, on lui a mis vraiment tout un caractère, une personnalité empathique. Quand il communique avec les gens sont séduits à chaque fois et ont vraiment envie de parler avec. On a eu un papa dans un hôpital qui nous a envoyé un mot après en nous disant j'ai l'impression d'avoir vu le futur, mais aussi je vois qu'avec ma fille qui fait de longs séjours à l'hôpital, si j'avais un robot comme ça près d'elle, je serais rassurée et beaucoup plus heureux qu'elle ait de la compagnie. Merci beaucoup Isabelle Blanchot, Enchanted Tools. Merci. Antonio Kaitzon, vous présentez au CES une bague connectée qui s'appelle Velia. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, la particularité de notre bague connectée, c'est en fait tout d'abord, c'est la plus petite bague connectée aujourd'hui que vous trouvez sur le marché, mais en même temps aussi la plus intelligente. Donc d'un côté, vous avez une miniaturisation assez poussée de la taille avec plus d'électronique. Et la question, c'est pourquoi on arrive à le faire? On arrive à le faire parce que, contrairement aux bagues connectées aujourd'hui sur le marché, qui assemblent de la technologie externe, nous, on a développé nos technologies. Notre ADN, en fait, c'est d'être une boîte de semi-conducteurs. On a démarré notre société avec la meilleure technologie PPG au monde. Ça veut dire une technologie qui permet, par exemple, à une montre Apple de mesurer les signaux vitaux. On l'a miniaturisé. Voilà, ce tout petit boîtier que vous voyez, qui est presque invisible. Ouais, c'est minuscule, c'est une tête d'épingle. Hein. Par exemple, disons, une montre connectée, vous voyez vraiment la différence. Là. Et donc, aujourd'hui, cette brique technologique, c'est vraiment, en fait, un pilier de ce produit et le pourquoi ce produit s'est tellement miniaturisé comparé au marché. Alors c'est vrai que si on compare avec un modèle plus classique comme ce que vous avez au doigt, c'est beaucoup plus petit, ça ressemble presque à une alliance traditionnelle. Exactement. En fait. Voilà, ça c'est mon alliance, vous voyez, c'est plus ou moins en fait la même taille. Ouais. Et d'ailleurs, c'était aussi notre motivation au départ de dire OK, on veut construire, disons, un device, un appareil qui est un bijou aussi. Ouais. Et alors, au niveau technique et au niveau données récupérées, voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, elle peut mesurer en fait beaucoup de choses. Donc, on a les signaux vitaux que vous pourrez trouver sur une montre connectée, donc le battement cardiaque, la variabilité, l'analyse du sommeil, l'analyse du stress. Mais on est aussi, grâce à cette technologie qui permet d'atteindre une qualité assez élevée, on arrive à mesurer, par exemple, la tension artérielle. Alors ça, c'est une première, parce qu'il y a très peu d'appareils, il y en a quelques-uns, mais c'est très rare, qui mesurent la tension artérielle. C'est pas simple. Pour mesurer la tension artérielle avec un signal purement optique, avec le PPG, il faut en fait des signaux de hyper bonne qualité. Et pourquoi? Parce que malgré aujourd'hui, on peut faire des miracles avec l'intelligence artificielle, il nous faut quand même une base qui est suffisamment solide. Ouais. Et le niveau de fiabilité, quel est-il? Alors, on a fait une étude clinique avec un hôpital suisse, on a montré contre le gold standard de la référence, qui est en fait un cathéter au niveau du cœur, en fait, d'un patient. On est capable aujourd'hui de certifier médicalement parlant, en fait, l'appareil. Alors, est-ce que ça veut dire que le produit sortira comme un produit médical? Pas du tout. Aujourd'hui, c'est pas notre but. Notre but, c'est disons, de pousser un concept de prévention. Ça veut dire de ne pas forcément rentrer en concurrence avec la référence médicale, mais plutôt de la compléter. Ouais. Ça peut être un moyen d'alerte qu'on va compléter ensuite. La majorité, par exemple, dans le domaine de la tension, la majorité des gens ne sont pas hypertendus, mais ils pourraient l'être d'ici 10 ans. Donc, on doit exactement, comme vous dites, on doit ouvrir les yeux, en fait, des patients, des personnes, pour éviter que ces personnes puissent un jour devenir des patients. Voilà. Alors, elle coûte combien, cette bague connectée? Alors, la bague connectée, en fait, aujourd'hui, elle est disponible sur le marché pour, en fait, on parle de $349 environ. Merci beaucoup.
Ah voilà qui nous replonge quelques mois en arrière. C'était donc à Las Vegas pour l'édition 2025 du Grand Salon CES. Si vous en voulez plus, et vraiment je vous invite à aller réécouter si vous ne l'avez pas entendu à l'époque cet épisode qui est étonnant parce que c'est à la fois on se replonge dans l'ambiance et puis on se demande tiens ce que sont devenues telle ou telle innovation aujourd'hui. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas toujours le fin mot de l'histoire. Voilà, rediffusion du spécial CES sera mardi prochain 5 août 2025. Monde numérique à écouter tout l'été en podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, j'en passe et des meilleurs. Et puis sur YouTube Music également. Merci de noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Merci à ceux qui le font de manière très studieuse régulièrement. Et puis vous pouvez également laisser un commentaire sur votre plateforme, sur Apple Podcasts, sur Spotify. C'est très important pour le référencement. Puis ça fait, c'est sympathique et ça aide les autres auditeurs à savoir ce qu'ils vont pouvoir se mettre dans les oreilles. Et moi, ça me fait plaisir. Au passage, je ne vous le cache pas. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo, encore un petit peu allégé, mais on retrouvera quand même Bruno. Il y aura un mix entre comme ça, de l'actu fraîche, des rediffusions. Passez un très bon été plein de tech évidemment. Salut.